Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité Alain Finkielkraut. Bonjour. Bonjour. La reconnaissance de l'État de Palestine par Emmanuel Macron lundi à l'ONU au nom de la France a donc été décriée par Israël, regrettée par les États-Unis et critiquée par de nombreux Français juifs. Mais pourtant, vous l'avez approuvé, Alain Finkielkraut. Pourquoi est-ce pour vous une nécessité et pourquoi est-ce le moment ? Reste que 2 ans après le 7 octobre, l'antisémitisme s'est infiltré dans la vie courante. 31% des 18-24 ans, selon un sondage du CRIF, pensent même qu'il est légitime de s'en prendre aux Français juifs au nom du conflit à Gaza. Comment et pourquoi en est-on arrivé là ? La faute aux médias, la faute aux réseaux sociaux, la faute à la rhétorique de LFI ou à la faute à l'élite française, une partie de l'élite française. Mais pour commencer, que vous inspire la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison avec mandat de dépôt différé pour association de malfaiteurs, alors qu'il a été relaxé pour les 3 principales accusations qui pesaient sur lui. Alors, cette condamnation me révolte. Pourquoi ? Je suis indigné, d'abord parce qu'elle ne respecte pas la présomption d'innocence. Là, vous parlez de l'exécution provisoire. Il va être incarcéré. Alors, avant même de faire appel, ensuite, comme vous l'avez dit vous-même, il a été relaxé des faits qui lui étaient reprochés, corruption passive, recel, financement illégal de partis politiques. Et cette condamnation est donc absolument exorbitante. Je citerai Montesquieu. Pour qu'on n'abuse pas du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Rien aujourd'hui n'arrête le pouvoir judiciaire. Le pouvoir des juges, on va en reparler. Le pouvoir judiciaire qui fait ce qu'il veut, qui persécute Nicolas Sarkozy depuis des décennies à cause de ses propos très critiques à l'égard de la magistrature. Alors des gens nous disent la justice a manifesté son indépendance. Si les juges avaient été vraiment indépendants, ils auraient eu le courage de précisément se démarquer de tous leurs prédécesseurs dans cette affaire. Mais ils ont fait preuve de corporatisme et d'un conformisme absolument affligeant. Et je trouve que la gauche qui applaudit cette décision contraire à la justice se déshonore. Quand je dis la gauche, ce n'est pas toute la gauche. De nombreux avocats de gauche ont exprimé leur stupeur et leur effroi. Alors, on va revenir sur la justice, sur les juges. D'abord, Nicolas Sarkozy. Donc, il donne une longue interview au JDD aujourd'hui. Il dénonce une décision infamante, une violation de l'état de droit, une volonté d'humiliation. Il dit aussi que toutes les limites de l'état de droit ont été violées et c'est que cette condamnation constitue une décision infamante. Il a raison. Tout à fait raison. Il s'est exprimé dans les mêmes termes à la sortie de la salle d'audience. J'ai entendu son discours. Il ne s'agit pas ici de savoir si on est sarkozyste ou non. Son discours était juste et même admirable. Tous les justiciables devraient s'inquiéter parce qu'il a dit avec sincérité et pertinence ce qu'il fallait. Il ne s'est pas contenté de clamer son innocence, il a montré que l'état de droit, en effet, était bafoué. Les magistrats, aujourd'hui, certains d'entre eux, en tout cas, ont l'idée qu'il faut protéger le peuple de lui-même, punir Sarkozy de ce qu'il a été, éliminer François Fillon en 2017 de la campagne présidentielle, faire l'élection de 2017 et maintenant aussi éliminer Marine Le Pen. Vous dites Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, c'est pareil ? C'est une passion justiciable. C'est le même type de jugement ? C'est pareil du fait simplement
de l'exécution provisoire. Celle-ci devrait être l'exception. Pour certaines personnalités politiques, elle devient la règle. Et quand Marine Le Pen dit que le parquet national financier est devenu un parti politique, eh bien, oui, quelle que soit la méfiance que nous inspire la présidente du Rassemblement national, il faut reconnaître qu'elle a raison. Qu'elle a raison. Ce parquet national financier, c'est devenu une abomination de la République. On vous fait valoir que 58% des sentences judiciaires sont assorties d'exécution provisoire. Oui, mais il faut, pour qu'il y ait une exécution provisoire, qu'il y ait un risque de récidive ou de fuite. Ouais. Ce risque n'existe pas dans le cas de Nicolas Sarkozy. Et c'est extraordinaire. Vous avez des magistrats... Vous dites Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen ? Oui, j'en reste à Sarkozy. Des magistrats sont obligés de reconnaître que les accusations ne tenaient pas, mais encore une fois, par conformisme, ils surenchérissent dans la condamnation. Je rappelle que la juge qui l'a condamné a manifesté en 2011 contre Nicolas Sarkozy. Donc on précise les choses. Elle aurait dû subir une requête en suspicion légitime. C'est Nathalie Gavarino, mais je voulais reparler des juges après, qui a donc annoncé le verdict. Elle manifestait en 2011 au nom de l'USM contre celui qui était alors le président de la République. Alors, une précision. Durant le délibéré de la peine, le tribunal a conclu que le document de Mediapart, à l'origine de cette affaire publiée en 2012, donc à la base de l'affaire des financements libyens, était, je cite ce qui a été dit par le tribunal, probablement faux. Ne faut-il pas se questionner sur le rôle de Mediapart qui, à partir d'un faux document, a fait condamner un ancien président de la République à de la prison ferme? Probablement un faux. Ouais. Toute l'accusation, tout est parti du document de Mediapart. La persécution du judiciaire a commencé là. Donc, si quelqu'un devait être condamné, ce sont les journalistes de Mediapart. Et Edoui Plenel ? Mais j'en sais rien, j'en fiche. Et Mediapart joue un rôle extrêmement nocif, toxique aujourd'hui dans la presse française. Ouais. Ah bon ? Aucune objectivité, pourquoi vous dites ça ? Aucune objectivité, un agenda purement politique, un acharnement contre les personnalités politiques jugées à droite, c'est-à-dire toutes les règles déontologiques du journalisme sont bafouées par cet organe de presse. Mediapart, c'est la version contemporaine de l'ami du peuple de Marat. Le Pen, c'est le grand successeur... Edoui Plenel, en effet, c'est l'héritier... Un lapsus révélateur. Edoui Plenel, c'est l'héritier de Marat. On en est là. Et c'est extrêmement triste. Et je pense vraiment... Vous dites quand même pas que c'est l'héritier de Je suis partout. Non, ça, non, pas du tout. C'est Marat. Non, ne mélangeons pas. C'est l'ami du peuple, les dénonciations de l'ami du peuple, c'est le robespierrisme toujours très présent dans la tradition française, et toute la classe politique aurait dû unanimement se révolter contre cette décision. C'est pas parce que Sarkozy est un homme de droite qu'il faut se dire que sa place est en prison. Est-ce que ça veut dire que Mediapart est au journalisme ce que la musique militaire est à la musique? Je ne dirais pas la musique militaire, je dirais, c'est pas forcément, c'est-à-dire que Mediapart, c'est encore une fois, ce n'est pas un organe d'information, c'est une officine de propagande, d'une cruauté et d'une violence inouïe. Pourquoi vous dites officine de propagande? Parce que ils ont un agenda politique et ça ne concerne pas que la gauche et la droite. La manière dont Mediapart est intervenu au moment de l'éclosion de MeToo a été très très contestable. Une interview d'Aden Hellel, d'ailleurs menée entre autres par Edoui Plenel, qui ne respectait aucune règle morale et son prétendu agresseur n'a absolument pas eu le droit à la parole, et aujourd'hui d'ailleurs alors même qu'il est prouvé qu'il n'a commis même aucun attouchement, il
il n'a plus de Possibilité il n'a plus de possibilité de travailler, il est réduit au chômage. Je n'ai aucune envie de le défendre, mais ce que je voudrais faire valoir, c'est la partialité de Mediapart dans sur tous les sujets. C'est-à-dire Mediapart n'informe pas, Mediapart mène des combats, et dans ces combats, tout est permis. Tous les moyens sont bons, la fin justifie les moyens. Et pourtant, Elie Plenel, le jour même de la condamnation de Nicolas Sarkozy, il s'est félicité. Il s'est félicité de ce jugement. Il a écrit sur X, si Mediapart n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. C'est extraordinaire. Ouais. Alors que Mediapart a été désavoué. Ouais. Désavoué par la présidente elle-même. Ouais. Il dit, nous avons été merveilleux, nous avons produit un faux, et finalement, il est condamné, donc c'est très bien. Un faux par des journalistes. Les journalistes sont les porte-parole des vérités factuelles. Ils doivent nous mettre à l'abri de l'idéologie. L'idéologie, c'est des grands récits, et au nom de l'idéologie, on écarte les faits. Heureusement, on a les journalistes pour nous rappeler à l'ordre des vérités factuelles. Mediapart, c'est exactement l'inverse. Il se vante alors même que son organe, Mediapart, a produit un faux. Ça, alors là, vraiment, je suis sans voix. C'est hallucinant. Comment ? Hallucinant. Voilà. Alors, vous parlez de la justice des juges. Ce jugement, est-ce qu'il met la République en danger ? Les juges mettent-ils la démocratie en danger ? Alors, il faut faire attention avec les juges. Oui. Je connais des magistrats qui sont atterrés par ce jugement. Ce ne sont pas tous les juges, le pouvoir judiciaire. Ce ne sont pas tous les procureurs, c'est sans aucun doute le parquet national financier. Création de François Hollande après l'affaire Cahuzac. Eh bien, je crois qu'il faudrait revenir dessus. Je pense qu'il faut s'interroger sur cet organisme, et peut-être faut-il revenir dessus. En tout cas, il prouve son efficacité, mais il s'affranchit des règles du droit. Donc, on a de quoi s'inquiéter. Cela étant, c'est vrai, certains juges pensent que, comme ils rendent la justice au nom du peuple français, pensent qu'ils incarnent la démocratie. Et c'est vrai aussi des cours constitutionnels. Si vous voulez, il n'y aura jamais de référendum sur l'immigration parce que le Conseil constitutionnel va l'empêcher. Vous mettez aussi en cause le Conseil constitutionnel ? Le Conseil constitutionnel lui-même, si vous voulez, veut mettre le peuple dans le droit chemin. Il a justifié l'aide illégale à l'immigration pourvu qu'elle parte d'une bonne intention. Enfin, pour l'heure, le Conseil constitutionnel donc interdit tout référendum sur l'immigration. Vous avez signé la pétition de Philippe de Villiers ? Non, j'ai pas signé la pétition. Vous êtes d'accord avec ce qu'il propose ? Je ne signe généralement pas de pétition, mais là, je me référais à Marcel Gauchet. Marcel Gauchet a constaté depuis longtemps que ce changement démographique que connaît la France n'a fait l'objet d'aucune décision. Donc le peuple, pour ce qui lui importe le plus, n'a pas été consulté. C'est donc une faille démocratique. Et il faudra un référendum sur Je ne sais pas, mais il faut la combler d'une manière ou d'une autre. Alors on revient sur le procès Sarkozy. Donc je vous demandais si les juges mettaient en danger la démocratie, est-ce qu'il faut redouter la mise en place d'un gouvernement des juges ? Je ne sais pas. Je dis simplement... Est-ce qu'on y est là ? Je pense que des juges, je vous l'ai dit, des juges croient en savoir plus, et comme le peuple dérive dangereusement vers des positions que ces juges considèrent comme inquiétantes, ces juges, disons, se mettent à la place du pouvoir législatif et du peuple. Et je dis donc, en effet, que la séparation des pouvoirs implique une limitation de tous les pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Or, le pouvoir judiciaire considère qu'il est un contre-pouvoir. Et comme il est un contre-pouvoir, il s'arroge tous les joies. En réalité, le pouvoir judiciaire est lui-même aujourd'hui un pouvoir sans contre-pouvoir. Plus important que le pouvoir politique ? En tout cas, il est sans contre-pouvoir, et ce n'est
pas bon, ce n'est pas sain pour la démocratie. C'est peut-être ce qui conduit Nicolas Sarkozy à dire toujours dans le JD qu'il s'agit d'un coup d'État judiciaire. Oui, je pense qu'il a raison. Il a raison quoi? C'est une humiliation, c'est un coup d'État. Coup d'État judiciaire. C'est une insulte à tous les principes juridiques. C'est la passion justicière qui émancipe un certain nombre de magistrats des règles élémentaires du droit, des principes qu'ils ont pour vocation d'incarner. Bon, ça va. Coup d'État judiciaire, donc vous dites. Hein. Oui, enfin, c'est-à-dire, je pense que cette formule a du sens. La formule de Nicolas Sarkozy. La formule de Nicolas Sarkozy, je ne sais pas si j'aurais dit les choses de la même façon, mais elle donne à réfléchir. Alors, on va dire un point de détail de l'histoire. Hein, Alain Finkielkraut, le 2 septembre 1941. Paul Didier est le seul magistrat qui a dit publiquement non à Pétain. Le seul magistrat. Le corps de la magistrature, en revient-il à son passé peu glorieux? Non. Il faut faire très attention avec les heures les plus sombres de notre histoire. En plus, ce qui anime les magistrats, c'est au contraire la référence à cette période sombre, et c'est la certitude qu'ils mettent par leurs décisions la France à l'abri du fascisme renaissant. Vous voyez, c'est l'antifascisme, c'est une mémoire mensongère qui dicte leurs décisions et qui les rend si sûrs d'eux-mêmes. À quelle période de l'histoire, notre histoire contemporaine ressemble-t-elle? À la tienne. Le présent ressemble au présent. Le présent ressemble au présent. Méfiez-vous des juges, ils ont tué la monarchie, tueront la République. Cette phrase, elle a été prononcée par François Mitterrand en 1995, alors qu'il présidait son dernier Conseil des ministres. 1995, c'était il y a 30 ans. Ouais. Est-ce qu'il faut redouter, aujourd'hui, que Mitterrand ait pu avoir raison? Je sais que c'est Badinter qui avait supprimé l'association de malfaiteurs en disant que c'était un fourre-tout et que c'était extrêmement dangereux. Et donc, maintenant, l'association de malfaiteurs, c'est le camion balai. Ouais. Quand on n'a rien, on a l'association de malfaiteurs. Donc il faut faire très attention. Certains juges, en effet, pas tous les juges, devraient nous inspirer la plus grande méfiance, et une réflexion collective devait être menée pour que la justice en France rentre dans son lit. C'est-à-dire que ça doit être l'un des débats forts de la prochaine élection présidentielle? Ça devrait l'être. Ça devrait l'être. Et puis là, d'ailleurs, la période politique actuelle, pour vous, c'est quoi? On vit quoi? Une crise politique, une crise sociale ou une crise de régime? Quand on voit tout ce qui se passe. Là, je n'ai pas de compétences particulières. La dissolution a été catastrophique. La France, aujourd'hui, se révèle très difficilement gouvernable. Peut-être vivons-nous les dernières heures de la Ve République, ce que je regretterais, mais on voit les difficultés du nouveau Premier ministre à former un gouvernement. Michel Barnier a essayé de faire quelque chose. Il a convoqué les socialistes, et avant même qu'il n'ait formé un gouvernement, avant même qu'il n'ait présenté son programme, ceux-ci lui ont dit, notamment François Hollande, on t'aime bien, mais on te censurera. Et rebolote avec François Bayrou. Et on te censurera. Ouais. Donc voilà, il y a une mauvaise volonté qui n'est pas à la hauteur des défis auxquels la France est confrontée. Alors, dans l'actualité de la semaine, Alain Finkielkraut, et vous êtes venu aussi ici à Radio J pour ça, bien c'est la reconnaissance d'État de Palestine par Emmanuel Macron lundi à l'ONU, donc au nom de la France, décrié par Israël, regretté par les États-Unis, critiqué par de nombreux Français juifs, et pourtant vous avez dit « j'approuve ». J'ai dit « j'approuve », en effet. J'approuve, je soutiens. Je le soutiens, d'abord parce que j'ai entendu son discours à l'ONU. Donc le discours du président Macron. Fait du président de la République. Il a rappelé. Et vous l'avez rencontré aussi au cours d'un dîner. Oui, oui. Ouais. Il exige le désarmement et le démantèlement du Hamas. Donc tout ça est clair. Il met des conditions, contrairement à ce qu'on dit. Je n'approuve pas le président de la République dans toutes ses décisions. Loin s'en faut.
sa politique scolaire erratique me semble très, très, très critiquable. Mais là, sa la politique Palestine, en matière Proche-Orient. d'immigration non, aussi. Mais je pense qu'il a eu raison. On me dit, c'est pas le moment, c'est une récompense pour le Hamas. Ouais, et vous dites quoi, vous? Alors je réponds avec Ami Ayalon, ancien chef du Shin Bet. Ouais. Je parle pas des belles âmes du milieu culturel. Il dit Milieu culturel français ou même israélien. Ouais. Ami Ayalon, ancien chef du Shin Bet, un homme concret, un homme qui sait agir et qui sait à qui il a affaire. Il dit qu'en dépit des apparences, la reconnaissance de l'État palestinien est un cauchemar pour le Hamas. Le Hamas veut Il dit tout. même le pire cauchemar du Hamas. Le Hamas ne veut pas de la solution des États. Il dit nous avons déjà gagné militairement, il faut gagner politiquement en proposant une perspective aux Palestiniens. Et je citerai un très grand écrivain israélien qui avait les pieds sur terre, Amos Oz. Amos Oz supplie, aidez-nous à divorcer. Et donc la séparation. Hein. J'aime trop Israël pour laisser cet appel sans réponse. La reconnaissance de l'État palestinien, c'est d'abord la séparation d'Israël et des Palestiniens. Cette séparation est indispensable. Regardez ce qui se passe en Cisjordanie. Il y a des reportages à la télévision, dans les journaux. L'autre jour, sur Antenne 2, on voyait des groupes de colons. Il y a même un film qui a été consacré à ça. Hein. Avec Kalachnikov, etc., qui tous les vendredis font prier devant un village palestinien pour faire comprendre aux Palestiniens que ce village leur appartiendra Et ça demain. vous horrifie de voir ça? Ce qui m'a horrifié, c'est aussi de les voir tranquillement briser des clôtures. Parce que vous savez ce que ça m'a rappelé? Non. Ça m'a rappelé ce qui se passait dans les shtetls en Pologne et les pogromistes. L'accusation de génocide, nous y reviendrons, est monstrueuse et antisémite. Mais là, vous dites ce qui se passe en Cisjordanie? Laissez-moi finir. L'accusation de génocide est monstrueuse et antisémite. Mais il y a aujourd'hui, en Judée-Samarie, des pogromistes juifs. Et ça, d'ailleurs, ce sont des Israéliens qui me l'ont dit. Israël est en danger, le judaïsme est en danger. Nous ne devons pas le tolérer. Et quand je dis séparation d'abord, je ne préjuge pas de ce que sera la carte demain. Peut-être vaut-il mieux penser à une confédération jordano-palestinienne qu'à un État palestinien, mais ce qu'il faut, en effet, c'est séparer ces deux peuples parce que leur promiscuité actuelle est meurtrière. Meurtrière, et alors quand vous dites ça, quand vous avez dit ça, vous avez été vilipendé, notamment par un certain nombre de dirigeants ou d'intellectuels juifs, dirigeants de la communauté juive ou d'intellectuels juifs. Ça a dû vous faire mal, non? Mais j'ai été même plus que ça. J'ai été insulté sur les réseaux sociaux. Je voudrais vous lire ceci, qui m'était destiné, sachant que le seul but, la seule raison d'être la seule raison d'être déclarée encore et encore de cette proposition tardive et artificielle de création d'un État palestinien et la destruction d'Israël, vous rangez tout simplement dans le camp des nazis terroristes génocidaires du peuple juif. Vous êtes un monstre répugnant. Vous, fils de déporté. Voilà, et vous êtes un monstre répugnant. D'autres membres de la communauté sont beaucoup plus courtois. Ils ne m'attaquent pas directement et ils considèrent en effet que c'est une mauvaise décision. Ils vous parlent encore ? Je pense que je suis très minoritaire, mais je vous le dis, ce qui m'inspire, c'est avant tout l'amour d'Israël. L'amour d'Israël. Et alors, il se passe quand même des choses dans l'actualité. Donald Trump, il a dit, vous parlez de la Cisjordanie, je refuserai que se mette en place l'annexion de la Cisjordanie. Je ne le permettrai pas. On en est là, si vous voulez. On en est... pour sauver les Juifs d'eux-mêmes, on a besoin de ce personnage pour le moins contestable qu'est Donald Trump.
Daniel Sheikh, ancien ambassadeur en France, a dit sur une chaîne de télévision, je ne me souviens plus laquelle, que c'est la France, c'est Israël qui aurait dû couper l'herbe sous le pied d'Emmanuel Macron et entamer des négociations en vue de cette séparation, en vue de la création d'un État palestinien. Ami Ayalon, Daniel Sheikh, vous voyez. Et preuve que les choses bougent. Alain Finkielkraut, Trump a proposé un plan de fin de la guerre à Gaza, un plan en 21 points qui prévoit notamment un cessez-le-feu permanent, la libération des 48 otages israéliens, donc morts ou vivants, un retrait israélien ainsi qu'un afflux d'aide humanitaire. Est-ce qu'il faut en conclure que Trump est en train de lâcher Netanyahou et en train d'avancer les choses? En tout cas, et un plan qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celui d'Emmanuel Macron. J'espère qu'il fera suffisamment pression sur Netanyahou pour que l'offensive à Gaza City s'arrête. Pourquoi ? Gaza City, on nous dit, il y a 3000 combattants palestiniens. C'est Tsahal qui le dit. Pour 3000 combattants palestiniens, on a évacué plus de 500 000 personnes et on est en train de détruire ce qui reste de la ville. N'est-ce pas absolument disproportionné? Et je rappelle que le président Trump a parlé d'une Riviera, une Riviera pour touristes américains fortunés. Et j'ai entendu aussi le discours de Netanyahou à l'ONU. Il dit on va finir le travail à Gaza. Et surtout, d'abord, j'ai été triste. J'avais envie de pleurer quand j'ai vu tous ces délégués quitter la salle. On va en reparler de ça, oui. Au moment où lui-même y entrait. L'isolement d'Israël n'a jamais été aussi grand que sous ce gouvernement Netanyahou. Mais qu'a-t-il dit? Il a dit il n'y aura jamais d'État palestinien. Il veut remodeler le Moyen-Orient, il n'y aura jamais d'État palestinien. Mais je vais demander aux éditeurs de faire un exercice qui leur sera sans doute difficile. Mettez-vous à la place d'un Palestinien, pas d'un soutien du Hamas, bien sûr, d'un Palestinien. Que peut-il espérer? Qu'est-il en droit d'espérer avec Netanyahou? Il a aussi dit que 90% des Palestiniens avaient approuvé le pogrom. Mais auquel cas, il en a plusieurs millions sur les bras. Il va faire quoi avec eux? Il va faire la politique de Ben Gvir et de Smotrich. Il va les écraser jusqu'au bout, ou il va procéder à un lent ou rapide une lente ou rapide expulsion, ça n'a rien à voir avec un génocide, c'est du nettoyage ethnique. Est-ce que quand on est juif, on peut tolérer une chose pareille? Il n'y a pas eu un mot pour ce que devraient devenir les Palestiniens. Et quand on voit Ben Gvir et Smotrich, on peut craindre le pire. Vous savez quand même qu'Itamar Ben Gvir a diminué les rations des prisonniers palestiniens, que Bezalel ou Belazel Bezalel Smotrich. Bezalel Smotrich, des terroristes du village d'Ouara avaient commis un attentat. Des colons avaient voulu se venger en incendiant des voitures et des habitations. Réaction du ministre des Finances: les civils n'ont pas à se mêler de ça. On l'interroge à la télévision, mais ces civils disent il faut raser Ouara. Réponse souriante, parce qu'il sourit tout le temps, de Smotrich: il faut raser Ouara. Il a repris cette formule à son compte. Vous vous rendez compte? Ces gens-là, comme l'a très bien écrit Saul Friedlander, sont de répugnants fanatiques. Moi qui suis juif, je ne me sens compromis. Je me sens sali. J'ai honte. Est-ce que vous utilisez le terme, pour eux, Smotrich, Ben Gvir, de suprémacistes juifs? Oui, ils le sont, puisque c'est surtout des gens qui ont une idée dévoyée de la Bible et du messianisme. La Bible, ça a apporté la justice. Pour eux, la Bible, c'est une promesse. La Bible, c'est pas la justice, c'est un cadastre. C'est un cadastre, et la Bible, c'est l'idée: Abraham nous a donné cette terre, alors vous dégagez. C'est ça que je leur reproche. C'est ce rapport épouvantablement con à la Bible. Quand vous avez dit tout à l'heure nettoyage ethnique, pourquoi vous dites ça, nettoyage ethnique? Quoi? Quand vous parlez de nettoyage ethnique à Gaza,
Ben, si jamais, si vous voulez, si on vide Gaza de sa population, parce que va-t-il se passer? Ce sera du nettoyage ethnique, ça n'a pas d'autre nom. Et alors, vous dites en tant que juif, je ne peux pas accepter ça. On ne sait pas. En tant qu'homme d'ailleurs. On ne sait pas, c'est-à-dire que peut-être... Mais ce qui est très, très inquiétant chez Netanyahou, c'est qu'il dit, ça ne sera pas un Hamastan, ce ne sera pas non plus un Fatastan. Alors que sera cette enclave si aucune autorité palestinienne ne peut la diriger? Elle sera sous gouvernement israélien, et que deviendra la population palestinienne? Où la mettra-t-on? Et quand le président Macron dit il ne faut pas que le peuple palestinien soit un peuple de trop sur la terre, il a raison. Il a raison. Et il dit aussi, Emmanuel Macron, qu'Israël est en train de détruire totalement son image et sa crédibilité. Quand on voit ce qui s'est passé à l'ONU, une salle vide. C'est pas seulement son image, c'est son âme. Son âme. C'est son âme. Que deviendrons-nous, si vous voulez? On a voulu bâtir un État juif. Et qu'est-ce que le messianisme? C'est l'idée qu'Israël doit être la lumière des nations. Le messianisme dévoyé, pour arriver à ses fins, éteint la lumière. Voilà où nous en sommes. Ça veut dire que, dans votre tête, j'ai l'impression, vous me direz si c'est ça, vous dites, rien ne pourra se passer tant que Netanyahou est au pouvoir? Ah, sans aucun doute, il faut un changement de coalition. Et la seule chose qui peut se passer de bien, c'est si le président Trump tord le bras au Premier ministre israélien. Quand même, on aurait pu attendre autre chose. Et alors, d'ailleurs, je cite l'un des leaders de l'opposition israélienne, Yair Lapid. Il constate qu'Israël est devenu un État paria. Oui, ça, malheureusement, c'est de l'ordre du constat. C'est ce qu'on a vu, de nos yeux vus, à l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, certains pays ont choisi de basculer dans l'antisémitisme. Je veux parler, par exemple, du président colombien. Nous sommes là, si vous voulez, on est coincés, ou plutôt on est écartelés. D'un côté, nous devons combattre cette politique à la fois suicidaire et criminelle, et d'un autre côté, il ne faut faire aucune concession à l'antisémitisme qui, sous prétexte d'Israël, monte et même explose dans tous les pays du monde. On va en parler. Et on a pu donc constater, depuis le début de cette émission, depuis qu'on parle, que vous parlez d'Israël, du Proche-Orient et de Gaza, que vous êtes très critique de la politique de Benjamin Netanyahou et de Netanyahou lui-même. Mais pourtant, comme on vous a entendu le dire, vous fustigez les accusations de génocide d'Israël à Gaza. Les accusations de génocide, de nazification d'Israël. Elles n'ont pour but que de nazifier Israël, de retourner contre les Juifs la mémoire de la Shoah. C'est un génocide. Donc vous faites aux Palestiniens ce que les nazis vous ont fait. Le peuple élu agit comme la race supérieure, et donc c'est un blanc-seing donné à toutes les agressions, toutes les insultes et toutes les violences contre les Juifs. Et les boycotts contre Israël et les Juifs. Pareil. Génocide, si vous voulez, dans un génocide, il n'y a pas de belligérants. Il n'y avait pas de Hamas arménien, il n'y avait pas de Hamas juif, il n'y avait pas de Hamas tutsi. Et les Juifs, les Arméniens et les Tutsis n'avaient aucune carte dans leurs mains. Ils n'avaient pas d'otages, ils n'avaient pas le choix de déposer les armes, de négocier ou de capituler. Le Hamas, là. D'autre part, les Israéliens, la guerre à Gaza est terrifiante, mais d'un autre côté, mais il faut quand même reconnaître qu'ils demandent aux Palestiniens de quitter les zones de combat. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de tuer délibérément la population civile. Ça n'a jamais été le but de Tsahal. Donc on est absolument pas dans le cas d'un génocide, mais encore une fois, l'antisémitisme contemporain est fondé sur ce retournement. C'est une application dévoyée, encore une fois, du plus jamais ça. C'est surtout un antisémitisme antiraciste. L'antisémitisme dit aux Juifs, vous êtes les nazis d'aujourd'hui, vous êtes les racistes. Le sionisme est une forme de racisme. Ce que vous dites depuis des années. Le sionisme est une forme de racisme. Donc nous sommes face à un antisémitisme plein de bonne conscience qui gagne la population étudiante, et il est de bon ton aujourd'hui de se moquer des boomers.
de les critiquer, si vous voulez. Les boomers comme vous. Les boomers comme Éventuellement moi, même comme moi. d'une génération qui va bientôt disparaître. Je rassure ces critiques. Mais nous, en 68, nous étions tous des juifs allemands. Ouais. Les étudiants de la Sorbonne, de Sciences Po, de Normal Sup aujourd'hui sont tous des antisémites enragés. Ah, vous croyez? Le progrès, tous. Enfin, il y a ce mouvement massif. Ceux qui naissent à la politique à travers la cause palestinienne, en brandissant le drapeau palestinien, sans rien comprendre de l'origine, de la complexité du débat, deviennent des antisémites. Et d'ailleurs, j'ajoute que j'ai un reproche à faire à Macron. Ouais. Il a dit, en 1947, il y a eu un plan de partage. Il n'a pas été respecté. Mais par qui? Par qui? Par qui? Les Israéliens où les futurs Israéliens dansaient dans la rue à Tel Aviv. Ouais. Ce sont les Arabes qui l'ont refusé et qui ont mené la guerre à Israël. Et il faut reconnaître aussi que les Palestiniens, comme l'a dit Abba Eban, n'ont jamais raté une occasion de rater une occasion. Vous savez, je voudrais... Donc Abba Eban, ministre des Affaires étrangères de Golda Meir. Hein. Oui, mais il y a une anecdote très intéressante. Ouais. À la fin de son second mandat, c'est en 2000-2001, Clinton a reçu un coup de fil d'Arafat. Et Arafat lui dit « Vous êtes un grand homme ». Réponse de Clinton « Non, je suis un raté, c'est à cause de vous ». Et oui, il y a eu les négociations de Camp David. Qui ont échoué. Et c'est Arafat qui a tout refusé. Et c'est aussi Abou Mazen qui a refusé les concessions d'Ehud Olmert en 2008 à Annapolis. Et cela étant, aujourd'hui, Ehud Olmert est le principal adversaire de Netanyahou et il milite pour un État palestinien. Et alors, on avance, il ne reste plus beaucoup de temps, on a beaucoup de questions. Benjamin Netanyahou, on revient à lui. Il a accusé Emmanuel Macron d'alimenter le feu de l'antisémitisme après l'annonce de la reconnaissance de l'État de Palestine. Et puis, il a refusé de le recevoir en Israël. En clair, le président français, persona non grata en Israël. Qui alimente le feu de l'antisémitisme aujourd'hui? C'est Netanyahou, évidemment. Netanyahou, il alimente le feu. Oui, bien sûr, il alimente. Et pourquoi, ça ne justifie rien. Ouais. Ça ne justifie rien. Ouais. Mais si vous voulez, c'est sa politique que les étudiants, dans leur esprit de simplification, considèrent comme une politique génocidaire. Et c'est ça qui alimente l'antisémitisme, bien sûr. Antisémitisme, vous dites, à la différence de ce qu'on était en 68, vous étiez tous des juifs allemands. Ben oui. Aujourd'hui, nous sommes tous des antisémites. La jeunesse est enragée. Une partie de la jeunesse. Alors, justement, mais une partie très, très importante. Est-ce que ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon, il pourrit la jeunesse? La France insoumise est aujourd'hui un parti anti-républicain, la police tue, et un parti antisioniste qui bascule dans l'antisémitisme. Ça veut dire quoi qui bascule? C'est un parti aujourd'hui antisémite. Antisémite. Il n'y a qu'à voir les déclarations de Thomas Porte, de David Guiraud avec sa référence au dragon céleste. Et d'Émeric Caron. Émeric Caron, c'est une vieille affaire. Il est un animé. On n'est pas couché. Alexandre Arcadi était invité à cette émission pour son film sur Ilan Halemi. Émeric Caron lui a reproché de ne pas parler des soldats israéliens qui tuent des enfants à Gaza, en Palestine, alors que il parlait du gang des barbares, et il a affirmé aussi que l'islamophobie était beaucoup plus importante aujourd'hui en France que l'antisémitisme. Voilà où nous en sommes. Et c'est la grande ironie du Front républicain. Pour éviter le retour de la bête immonde, on a mis à l'Assemblée nationale 2024, des antisémites pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale. Précisez les choses, parce que nos auditeurs ne vont peut-être pas comprendre. Donc, vous parlez de la dissolution de 2024, l'accord entre tout le monde contre Marine Le Pen. Le socle commun contre Marine Le Pen. Et quand vous dites qu'ils ont mis des antisémites, ça veut dire que pour vous, les députés LFI sont des députés antisémites. Je ne dirais pas ça de tous. Ouais. Je dis, et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils avaient table ouverte sur tous les médias après la reconnaissance de Macron, et tous ils ont dit « Ah oui, ça va, c'est bien, mais il faut maintenant dire qu'il s'agit d'un génocide ». Donc, si vous voulez, ils ont cette obsession. Ils ne brandissent que des drapeaux israéliens dans les manifestations contre la vie chère. Souvenez-vous... Non, palestiniens. Vous dites des drapeaux palestiniens, pardon, contre la vie chère.
pas un drapeau français, bien sûr. Et souvenez-vous de ce qui s'est passé à la place de la République, qui est vraiment la chasse gardée de la France insoumise. Au moment de Bloquons tout, eh bien, il y avait des drapeaux palestiniens et sur la statue, on avait inscrit Free Gaza, fuck Rothschild. Voilà où nous en sommes. De quoi Mélenchon a-t-il le nom? De quoi LFI a-t-il le nom? Le sien. Et franchement, je ne serais pas fier si j'étais lui. Surtout que c'est évidemment, et je ne suis pas le premier à le dire, des raisons électoralistes. Mélenchon a défendu, a prononcé un éloge funèbre magnifique de Charb. Là, il a complètement sacrifié la laïcité. Et puis surtout, il compte, comme Pascal Boniface, que pèsent les Juifs aujourd'hui en France à côté du potentiel électorat musulman. C'est peanuts, excusez-moi de cette expression. Il compte comme Pascal Boniface, parce que Pascal Boniface avait dit, dans une note au Parti socialiste, il avait dit il faut changer de politique, et l'un de ses arguments était celui-ci. Les Juifs, d'une certaine manière, ce n'est plus grand-chose. Et c'est vrai, on parle sans cesse du lobby juif. Dominique de Villepin, votre invité de la semaine dernière, a lui-même fait référence à la domination financière, mais les Juifs ne font plus le poids aujourd'hui. Ils ne font plus le poids. C'est-à-dire que Mélenchon, c'est le prolongement de Boniface? Je ne sais pas si c'est le prolongement de Boniface, mais c'est un homme, et tous, la France insoumise, fait ce calcul. Et d'ailleurs, ils sont élus à Roubaix ou en Seine-Saint-Denis, département que les Juifs ont quitté. Vous vous souvenez ce qu'a dit Édouard Philippe à propos justement de cette émigration juive vers des communes plus accueillantes? Il a parlé d'alia intérieure. Il y a une alia intérieure en France, et les premiers bénéficiaires de cette alia intérieure et de ce changement de peuple, de cette substitution démographique, comme l'a dit Michel Tribala, ce sont les militants et maintenant les députés de la France insoumise. Ça veut dire que l'antisémitisme de la France insoumise met en danger les Juifs français? Ah bah oui, ça, bien sûr. Bien sûr, si jamais Jean-Luc Mélenchon était élu président de la République, je crois que beaucoup de Juifs de France feraient leur valise. Quel est le plus dangereux d'ailleurs? C'est Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen? Écoutez, ce que je veux, c'est éviter à tout prix un deuxième tour de ce type. Mais puisque vous me posez cette question... Oui, qu'est-ce que vous faites? Second tour Mélenchon-Le Pen, vous faites quoi? Alors, pour vous répondre intelligemment, si vous me le permettez, je voudrais citer Jacques Julliard, quand même un homme de gauche, qui a été ma boussole politique. Dans ses carnets, il dit ceci. Marine Le Pen condamne le fléau de l'antisémitisme avec la plus grande netteté et rend hommage aux Juifs déportés de l'Arabe du Veldiv, victimes de cette forme la plus abjecte et abominable, il cite Marine Le Pen, de l'antisémitisme. Marine Le Pen est-elle sincère ou non, dit-il. Réponse, ce n'est pas la question. Ce qui compte chez un personnage politique, ce sont les actes. Je ne vais pas, pour le plaisir de lui conserver mon inimitié dans sa pureté de cristal, déplorer qu'elle s'améliore. Quand elle dit ça, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, lui, lors de la manifestation, la marche contre l'antisémitisme, dit « Les partisans du soutien inconditionnel ont leur rendez-vous ». Donc, si je suis acculé à ce choix, que je ne veux pas, évidemment, et que je ne voudrais à aucun prix, je choisirais Marine Le Pen. Donc Mélenchon, Le Pen ou Mélenchon-Bardella, c'est pour vous, c'est pas Mélenchon, oui, je suis vous obligé. Choisissez il faut aujourd'hui un front républicain contre la France insoumise. Donc on vous a bien compris, second tour, Mélenchon, Le Pen ou Mélenchon-Bardella. Je l'ai dit, vous votez je viens de vous Bardella le dire, ou Le Pen. en m'appuyant, encore une fois, sur cette réflexion de Jacques Julliard, homme de gauche par excellence. Vous venez de la gauche, c'est fini. Malheureusement, la gauche de Jacques Julliard, la gauche de la laïcité, la gauche de la République, la gauche de la nation, la gauche qui faisait de la sécurité un droit des plus faibles, cette gauche a tout abandonné et hélas, sous la direction d'Olivier Faure, le Parti socialiste s'est aligné sur la France insoumise. Mélenchonisé? Il s'est aligné en tout cas. Et les écologistes, pareil? Et les écologistes, oui. Les écologistes ont trahi l'écologie.
ce qui est un grand malheur. Les écologistes maintenant, c'est Greta Thunberg, c'est la flottille pour Gaza, et l'un des membres de cette flottille vient de dire que c'est un canular de parler des filles violées et tuées par le Hamas. Voilà comment on s'exprime sur cette flottille, voilà où en sont les écologistes français, alors que il faudrait vraiment s'occuper de la terre et de la beauté du monde. Merci en tout cas Alain Finkielkraut de vous être occupé de la terre et de la beauté du monde pendant 45 minutes ici, d'avoir passé ce moment avec nous, d'avoir témoigné. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.